Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Metaretex, toujours dans son format version 2.0, plus compact, plus dynamique et plus analytique, on va dire. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu passer sur la story, on va s'occuper des Eldar. Donc on s'était déjà occupé des oreilles pointues version méchant, déjà avec l'Itandir, il y a 2 épisodes, sauf erreur. Et cette fois, on va s'attaquer aux oreilles pointues, entre guillemets, gentils. Enfin, après, c'est des Xenos, ils ont leur propre motivation dans l'univers. Et pour ce faire, justement, on a fait revenir notre spécialiste en oreilles pointues, l'Itandir. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci à tous, bonjour. Alors toi, justement, on te voit maintenant un petit peu comme le spécialiste oreilles pointues, c'est des armées que t'aimes bien jouer, c'est juste ? Oui, c'est ma cam. C'est ta cam. Et le glace canon, c'est ma cam. parce que là, du coup, quand t'avais testé le codex Drukhari, t'avais un peu switché dessus. Et puis maintenant que on va dire que la hype de la sortie du codex est passée, t'es plutôt sur quoi en ce moment compétitivement ? Là, en fait, j'étais le dernier week-end, c'était un tournoi en équipe. Et vu que on n'a pas d'autres joueurs qui a train à Eldari, je pense que, comme je l'avais dit déjà avant, durant l'épisode Drukhari, il me semble, oui. que Eldari reste quand même meilleur. Donc, okay. Vu qu'on n'avait pas d'Eldari déjà dans notre équipe, il en fallait un. Yes, ça marche. N'hésitez pas, dans ces premières minutes d'épisode, à me confirmer que tout va bien au niveau du son, qu'il n'y a pas quelque chose qui est trop fort, pas assez fort ou saturé et que ça crépite, parce que malgré tous les réglages que je fais, des fois il y a des surprises. Il me semble que c'est bon pour le moment, n'hésitez pas à le confirmer. Mais en dehors de ça, nous allons passer... Ah, c'est parfait, ok, nickel. Au programme de la journée, donc comment se déroule l'analyse avec le format 2.0. On va parler rapidement au début de la règle d'armée, qui n'est pas forcément des plus simples en Eldar. Ensuite, on va voir le top 3 des détachements. On va se concentrer, une fois qu'on aura fait ce top 3 des détachements, sur 5 datasheets fondamentales dans chacun des détachements qu'on aura sortis. Quand je dis datasheet, ça peut aussi être un groupe de datasheets, comme par exemple un personnage et son leader. Ensuite, on va regarder 3 listes d'armées, une pour chacun de ces 3 détachements, et on finira par une petite conclusion méta et bien sûr les questions du public. S'il n'y en a pas trop, je les prends volontiers au fur et à mesure de l'émission, mais on se garde aussi une petite partie pour ça à la fin. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Les Eldar noirs ne sont pas méchants, ils sont juste réalistes. Oh, ils veulent juste survivre, les Eldar noirs. Ouais. Et Chogabor. Alors, règle d'armée, là tu vas pouvoir l'expliquer bien mieux que moi. En gros, on aura 4 tokens par battle round. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 4 tokens ? Comment ça marche ? Donc on a 4 tokens qu'on va pouvoir utiliser une fois par unité par phase, sauf pour un seul token qui sera l'exception. Et ça, à chaque nouveau round, donc une fois qu'on aura fait les tours des 2 joueurs, ça se refreshera, on aura à nouveau nos 4 tokens. Et on va pouvoir les utiliser pour effectuer des manœuvres agiles. Et donc, il y a 6 manœuvres agiles, comme tu le dis sur ta jolie slide. On va avoir le plus 2 en mouvement. Donc, je commence direct par l'exception. C'est le seul qu'on peut faire plusieurs fois par phase. Ok. Donc, c'est plus 2 en mouvement sur tout ce qui est infanterie. Et infanterie et montée, pardon. Oui. Infanterie et montée. Donc, on va pouvoir gagner plus 2 en mouvement, ce qui va nous permettre d'aller encore plus vite pour une armée qui va vite déjà. Oui. Pour continuer sur le mouvement, on va avoir D6+1 en mouvement pour tout ce qui est véhicule. Et celui-là, on peut le faire qu'une fois par contre. D'accord. Donc ça fait que nos transports peuvent bouger très vite. Je pense que ça a traumatisé plus d'un joueur. Après, on a les 2 de Reactive Move. Donc on a D6+1 en Reactive Move une fois qu'on s'est fait tirer dessus. Donc si par miracle on a survécu, on peut tenter de sauver ce qui reste de notre pack en les bougeant de D6+1. Le deuxième Reactive Move, c'est lorsqu'on désengage, ce qui peut faire des très jolis tricks avec une des unités clés qu'on va voir plus tard. Ok. Et finalement, les 2 autres qui rentrent pas dans le mouvement, on va dire, ça va être l'anti-Overwatch. Donc celui-là, on peut le faire soit durant notre phase de mouvement, soit durant notre phase de charge. Et ce qui est bien, c'est que ça va durer pour tout le tour, ce qui veut dire qu'on va pouvoir protéger une unité durant notre phase de mouvement.
contre l'Overwatch. Et si on a besoin absolument d'en protéger une autre, on pourra le faire durant notre phase de charge et les deux seront protégés pour ces deux phases-là où l'Overwatch peut s'effectuer, quoi. Yes, oui, surtout qu'effectivement, quand on a des petits bodies en endu 3, 1 PV, c'est vrai qu'on craint tout ce qui est gros lance-flamme avec du volume en face, ça fond comme neige au soleil. Ça part très vite, en effet. Et le dernier, c'est le Pylin Conso à 6. Oui. Qui est un peu plus situationnel, mais qui peut nous aider lorsqu'on a fait des gros cordons ou gratter du primaire. Exactement, gratter du primaire. Ou aller taguer quelque chose qui nous fera pas forcément très mal. Ok, nickel. Alors bon, ça c'est pour la règle d'armée, effectivement peut-être un petit peu plus complexe que d'autres, juste ces trucs à apprendre par cœur. Et surtout, là ça concerne tout le monde, parce que quand vous jouez contre un Eldar, vous devez les connaître, ces manœuvres, parce que c'est vraiment le sel de cette armée, quoi. Ok, alors, ensuite on va passer sur les détachements. Donc, à la troisième position, tu m'as proposé le Seer Council. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Le Seer Council, c'est quelque chose qui est assez équilibré. Je pense que c'est quand même bien en dessous des deux premiers. Hein. On va pas se mentir. Je pense aussi qu'il est... J'avais un peu le choix parce que je pense aussi que Ghost of the Webway, il y a quelque chose à faire. Donc c'est le détachement avec nos clowns préférés, les Harlequins. Et le Guardian Host aussi, qui a fait quelques petits résultats dernièrement. Donc je pense que ces deux-là sont un peu en égalité. Il y a peut-être aussi le détachement moto où il y a des trucs fun à faire. Mais c'est Seer Council que j'ai mis en troisième position parce que je pense que c'est assez équilibré. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'utilitaires grâce à la pile de stratagèmes qu'on va pouvoir faire. Je sais pas si on va parler peut-être un peu plus en détail après. Bien sûr, enfin... avec les... Ou si tu veux que je le dise maintenant. En fait, si tu veux parler des stratagèmes et des synergies, tu peux en parler maintenant. Et après, on aura juste encore un temps pour parler des datasheets que tu as choisis et de la liste d'armées dans son global. Donc, as you wish. En gros, on va pouvoir avoir un pool de stratagèmes. Donc, on va avoir le retour des Fate Dice. Mais sauf que cette fois, ça ne remplacera pas nos jets de dés. Au lieu de ça, ça va nous réduire de 1 le coût d'un stratagème numéroté. Et en fait, on va pouvoir avoir des stratagèmes qui sont très chouettes. On va pouvoir repartir en fait, même se téléporter plutôt que repartir en fait. Donc, si un Psyker voit une unité et tu as absolument envie que cette unité soit là-bas, le Psyker va faire vous et voilà. Ouais. À l'autre bout de la map avec ton unité. Donc, c'est très mobile. Tu vas pouvoir aussi te protéger avec si ma mémoire est bonne, deux stratagèmes défensifs. Dont un qui sera le Lonob 18, donc ont des armées qui ont beaucoup de tir-fond de cours, et ça peut beaucoup t'aider. Et puis après, quelques autres qui sont un peu plus, situationnels. Ceux-là, c'est les deux principaux qui font la force de Seer Council, c'est le fait d'être très imprévisible avec le fait que tu puisses TP des unités. Ok, nickel. Quelque chose d'autre sur ce détachement ou on garde ça pour la suite, comme tu veux ? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce détachement. Ok, parfait. Alors, on va passer sur ton pic pour la deuxième place. T'as mis le Warhost. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Alors, le Warhost, c'est le détachement mobile qui est axé extrêmement sur la mobilité. Et c'est de l'attrition à comparer au premier, qui est Aspectos, qui est beaucoup plus dans le trading et le all-in. Donc là, on va vraiment avoir une armée une savonnette, comme les gens l'appellent vraiment, où on voit jamais rien et on se fait tuer à petit feu sur l'attrition et en retour, on voit absolument personne, quoi. Donc c'est vraiment la force de la liste. C'est pour ça qu'on va jouer toujours le gros pack Fuegan et autres, parce qu'on peut toujours remonter dans notre véhicule. Mais en plus de ça, ce qui est rajouté, c'est qu'on a un mouvement, un Fire and Fade, le classique des 6+1, après qu'on ait tiré, qui va nous permettre en fait de remonter dans 2 transports différents, ou alors de s'éloigner encore plus de notre transport, donc à 8 pouces minimum. Minimum. Pour notre unité de Fire Dragon ou autre. Donc ça fait qu'on a 2 unités qui jouent vraiment la savonnette sur la carte. Ok, yes. Quelque chose d'autre au niveau strata, petit détail bon à savoir.
Ben là, c'est vraiment tout est basé sur le mouvement. Ouais. C'est vraiment, on va sauvegarder nos ressources Mhm. et tuer à petit feu notre ennemi. Parce que là, c'est, je vais pas dire honnête parce que c'est carrément pas le cas, mais on va être honnête sur nos dégâts. Contrairement à d'autres, on a juste Oui. un petit stratagème qui va nous permettre d'avoir sustain it pour un peu fiabiliser, mais contrairement au top 1 que j'ai mis, on va être beaucoup moins fiable sur nos dégâts. Donc Yes. ça veut dire que derrière, on peut faire un octuple as avec Jenzar. Par exemple, hein, En tournoi, par hasard, hein. J'ai dit ça par pur hasard. Oui, donc ça m'est arrivé de faire un octuple as avec Jenzar et c'est le moment où on regrette de pas jouer le top 1. Tu vois, ce qui est bien, c'est que t'as grillé, t'as probablement foi dans la vie où tu fais un octuple as et du coup maintenant t'as plus que des remontées de chat devant toi. Donc c'est bon. Alors non, c'est pas le Non, cas. non, c'est pas le cas. Ah bon, ben voilà. Non. Ah, On bah, avait c'est- calculé, il y a une chance sur 1 150 000. Donc. Ah, quand même. Hein. Mais joue au loto du coup ou à la loterie. Oui, bah je suis allé jouer au loto le soir même. Ah d'accord. Juste pour la blague. Ça marche. Et du coup, on va passer sur ton pic de la première place, Aspect Host. Pourquoi est-ce que c'est lui le meilleur selon toi? Alors je pense que Warost est quand même aussi bon. Enfin, c'est pas le C'est dans un même mouchoir de gameplay. poche. Les deux sont très bons. Mhm. Mais Aspect Host, en fait, on va troquer la mobilité supplémentaire que va nous apporter le détachement. Donc, Warost, c'est aussi, je l'ai pas dit, mais c'est un token en plus. Tous nos manœuvres agiles de mouvement font un peu plus que les autres. Mhm. Et là, en Aspect Host, on va troquer ça pour en fait avoir de la fiabilité au dé. Donc, ça va être la reroll des as à la touche ou à la blesse, au choix, à chaque fois qu'on attaque. Ouais. Donc, bon, globalement, ça sera tout le temps as à la touche et as à la blesse pour les flamers. Oui. Mais ça va nous permettre d'énormément fiabiliser toute l'armée, en fait. Enfin, Mhm. toute l'armée sera basée sur les guerriers aspects, hein, bien sûr. Bien sûr. Parce que la reroll des as s'utilise que sur les guerriers aspects. Ok. Et c'est ça. Et après, on a des stratagèmes. Bon, on a un stratagème poubelle parce que c'est un stratagème pour l'avatar. Et que l'avatar, actuellement, bien que ce soit une très belle figurine, c'est poubelle. Oui. Mais après, tout le reste, on va avoir un stratagème qui va nous aider au niveau du tir. Donc, on peut avoir soit létal, soit sustain, soit ignore cover. Et si on utilise un de nos shrine tokens, donc notre auto 6, on a sur les guerriers aspects, on va pouvoir en choisir 2 sur les 3. Oui. Donc, des fois, l'ignore cover est bienvenu et on peut bien sûr avoir, je sais pas, du sustain ignore cover sur du Melta. Ouf. Ouais, bah là, avec la présence qui est récemment arrivé du Victrix Spam. Ah, mais attends, ils ont des invuls, de toute façon, eux. Non, ça marche pas. Ils ont pas d'invul. Ils ont pas d'invul, les nouveaux Victrix. Ils ont juste une de plus. Ils ont juste une de plus avec potentiellement Armor of Contempt. Donc là, du coup, boum, un de PA. Oui, mais après, derrière, tu as aussi un autre stratagème qui te permet d'ignorer tous les modificateurs. Effectivement, ouais. Donc, tu peux avoir ton ignore cover, ignore tous les modificateurs et faire sauver tous les Victrix à 6. Ah oui, alors là, c'est Bon, effectivement... le seul problème, c'est que tu dois le déclencher avant lui, donc lui déclenchera jamais un Armor of Contempt. Ouais. Si tu as déjà mis ton ignore modificateur. D'accord, ok. Ah, oui. C'est toujours à prendre en compte et c'est l'épée de Damoclès qui planera sur ce genre de liste en face. Quoi. Oui, ok. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir remonter dans le transport, hein, qui est vraiment une des deux. Enfin, franchement, ce qui rend très fort ces deux premiers détachements, c'est le fait de re-rentrer à 6 entièrement d'un transport. Donc remonter à la fin de la fight phase. On a un Fight on Death qui peut très bien marcher, hein, aussi. Donc c'est un Fight on Death 4+, et si on utilise un Shrine Token, c'est sur du 3+. Et le dernier qui est encore plus situationnel. Mais du coup, un seul CP, le Fight on Death. Oui, exactement. Un seul CP, on peut le faire sur un 3+, ça peut beaucoup aider. Mhm. Et le dernier qui est encore plus situationnel, c'est de faire des Desperate Escape Tests. Donc lorsqu'on a des... genre en fin de partie, qu'on veut essayer, qu'on a des CP qu'on ne sait pas quoi faire. C'est très rare, hein, que ça arrive, mais Ça marche si contre on les a des Knights? CP qu'on ne sait pas quoi faire. Ça marche pas contre les véhicules, monstres et Ok, véhicules. d'accord. De se répéter. Faut que je regarde.
Tuc, 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 tuc. Parce que moi, je peux t'assurer que je lui demande un Desperate Escape au gros Zika qui a 24 PV, là, si je peux le faire. Oui, qui exclut les monstres et véhicules. On est d'accord. Ok. Oui. Et ben du coup, pour aller plus dans le détail, si c'est ok pour toi, on va regarder les datasheets. Donc à partir de maintenant, on va toujours les prendre dans cet ordre, 3, 2, 1, comme on les a placés sur ce podium. Même si effectivement, pour cette armée en particulier, le podium est serré entre la première et la deuxième place, et serré pour tous les détachements sur la troisième. Alors... Non, pas tous, il y a quand même des détachements Ouais, poubelles. enfin ceux que tu as cités. Oui. Donc les datasheets en Sir Council, les Fire Dragons, donc Fire Dragons en solo. Oui, alors Sir Council, on va beaucoup jouer de MSU en fait pour, comme on a dit, on va TP une petite unité pour qu'elle fasse le taf qu'on veut qu'elle fasse, quoi. Et en fait, on va jouer énormément sur le MSU et sur le fait de catapulter ces petites MSU un peu partout pour derrière pouvoir jouer. Après, Fire Dragon, ça reste la datasheet de ce codex en soi. Hein. C'est quasiment un des seuls anti-chars fiables qu'a l'armée. Mm-hmm. Donc, bien sûr, qui sont quasiment auto-include dans toutes les listes, quoi. Ouais. Alors, on va passer du coup à la suivante. Donc, t'as mis Eldrad. Alors, Eldrad, il est là parce que, dehors, il est Psyker, donc il va pouvoir faire bénéficier de toutes les différentes règles aux différentes unités qu'il y a autour, pouvoir TP les gens et ainsi de suite. Et puis, en plus de ça, c'est un CP en plus. Et vu qu'on a quand même un bon pool de stratagèmes, c'est un très bon personnage. En plus de ça, on peut avoir le plus un bless pour toute l'armée, pour nous aider encore à nous fiabiliser. Donc, une très chouette datasheet. Ok. Un petit tir qui peut être sympa et qui peut faire des surprises. Mais... Alors, ensuite, tu m'as mis les Warlock Conclave. Alors les Warlock Conclave, malheureusement, ils ont été nerfs. Hein. On sait pas trop d'où il est sorti ce nerf-là. Hein. Ils ont pris 10 ou 15 points, je crois. Mm-hmm. Mais c'est la meilleure source de Psyker dans le détachement. Ça va nous permettre de gagner en tankiness parce qu'ils vont se rattacher en plus à une autre unité, soit de gardien, des deux types de gardiens. Et en plus de ça, protéger notre héros, qu'il soit un Farseer ou aussi un Warlock. Et ça tire quand même pas mal avec beaucoup de flameurs sur les... Je crois que c'est 4 D6 plus 2 pour chaque... 4 fois D6 plus 2 ou D6 plus 3, il me semble, pour les Warlocks. Ok. Donc c'est bien. Ok. Ça fait assez mal. Et ça détruit la chaff. Oui, effectivement, oui. Et du coup... ça détruit la chaff et ça détruit aussi un peu tout. Un peu ce qui est... Quand on a autant de tirs... Même des bodies de SM puis Elite, ils vont commencer à empaumer, quoi, en gros. C'est ça. Ok. Et ensuite... Les Warp Spiders. Les Warp Spiders, ouais. Là, c'est aussi pour la même chose parce que c'est foncièrement une très bonne datasheet. Hein, qui doit être included dans quasiment tout... Dès qu'on pense à Eldar, on pensera aux Warp Spider et aux Fire Dragon. Parce que les Warp Spider, il y a très peu d'unités qui peuvent se targuer de bouger de 24 ou de 26, je rappelle, avec le token. De pouvoir soit tirer, soit derrière faire une action, parce que ce n'est pas un mouvement d'advance de bouger de 24. Donc on peut aller faire des choses très drôles si la personne... je sais pas, par exemple, on joue sur Terraform, la personne ne protège pas bien son home objectif, on vient mettre 5 dossiers, on le terraforme et voilà, on a 8 points pour toute la game, on est content. Alors, Finger, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce que dans les autres détachements, ça va être très similaire. J'ai l'impression que côté Eldar, on est un peu à l'ère des aspects ces temps. Après, il y a des listes en Guardian Host qui marchent bien avec beaucoup de Guardians. Celles-là, je te laisse les regarder, elles sont aussi très bien. Et tu peux faire quand même quelque chose avec. Ok. Tac. Et du coup, également, toujours du Warlock, mais cette fois en motojet.
Alors c'est notre perso mobile, ça vaut rien. Ça fait quand même assez mal, ça frouge bien, ça bouge de 14. Ça nous permet d'aller contester, d'aller bloquer, d'aller faire de l'early contest d'objectifs contre de la chaff ou autre, de faire des actions. C'est un joli couteau suisse qui nous aide encore plus du fait qu'il soit Psyker et à moto pour toujours faire les stratagèmes de Circoncile. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Donc là, normalement, on a fait le tour des datasheets Concile. Est-ce que par hasard, il y aurait tout d'un coup un petit extra, une petite mention honorable que tu aurais envie de rajouter dedans pour le Circoncile? Bah, les Storm Guardians qui sont bons dans aussi tous les détachements, mais ici, vu qu'on va avoir une énorme chaussette d'un Kara, les Warlock Conclave, les Storm Guardians, avoir cette belle brique qui peut quand même un peu faire mal et qui reste très tanky grâce aux 5 invus, en fait, on va avoir une jolie unité qui peut se balader, qui peut aller sticker des points et les conteste assez facilement. Ok. Donc maintenant, on va passer sur les datasheets Warhost. Donc pour le Warhost, on va retrouver de nouveau les Fire Dragon, mais cette fois avec un chausson serpent plus un patron Fuegan. Donc là, c'est celle qu'on voit. Hein. Dès qu'on a vu Inari mort, c'est le combo qui est arrivé derrière. Donc c'est 10 Fire Dragon avec Fuegan et un serpent. Donc là, on a 9 tirs de Melta qui passent à 18 pouces au lieu de 12 pouces. En assaut Melta 3, plus un tir le plus souvent qui va être en Firepike parce que ça nous amène encore une fois de la fiabilité avec sa force 12. Hein. Je dis pour aller taper du gros profil, tandis que l'autre, il est l'Exarch Firegun, il est Melta 6 mais il reste force 9, donc on doit mettre des fois des 6 autos dessus et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Donc là, moi je préfère la version Firepike, je sais d'autres personnes. Je l'ai eu joué aussi en Melta 6, mais le Firepike est bon. Et Fuegan, bien sûr. Force 14, moins 4, D6, Melta 6, plus son petit tir qui permet de faire des jolies surprises dans du Marines, hein, par exemple. Donc là, le petit trick, c'est bien sûr qu'on peut avoir, c'est de... lorsqu'on veut utiliser nos 6 autos pour tuer du Marines, par exemple, je sais pas, un pack de Bloodclaw ou autre, il y en a une vingtaine devant nous, au lieu de se mettre en reroll as touche comme on le fait habituellement, on passe en reroll as bless, on lance nos 3D de Fuegan, et puis on en tourne 2 en 6, peut-être qu'on en a un 3e, et là on passe à 9 tirs qui blessent à 2, reroll as, et à moins 3, qu'on a potentiellement passé en ignore cover, donc ça fait de la save à 6 sur du SM, ça commence à piquer. Ah oui. Est-ce que ce pack, il a stat un kill sur un Great Unclean One avec Endless Gift? Oui, je l'ai fait. Alors il a stat, il faut tout mettre, hein. Il faut oui, bien sûr. Lethal Sustain, potentiellement, je l'avais fait, mais je l'avais fait parce que j'avais Eldrad, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais globalement, on peut mettre assez facilement entre 50 PV sur une cible. En tout cas, ça m'a déjà one shot des lancers. Peut-être après le GUO, on est sur le bout de la stat, je pense. Ouais. Peut-être 50-45%, mais c'est ça. Mais c'est un des trucs les plus létals de tout Warhammer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pour avoir vu certaines de mes grosses figurines disparaître là-dessus, j'ai bien constaté. Ensuite, on va passer... Je sais même faire disparaître plusieurs de tes grosses figurines. Oui, t'avais pété une grosse kill et une riptide dans l'inactivation. J'étais là, ah bon, d'accord, et c'est ça l'irrespect, ça marche, pas de souci. Donc, bien sûr, derrière, on a le Wave Serpent qui est là pour récupérer nos chers amis une fois qu'ils ont tiré. Exactement. Grâce au strata de re-rentrer à 6 pouces. Ouais. Ou bien sûr, double combo si on est parti à 8 pouces, Fire and Fade et re-rentrer. Oui.
On peut partir assez loin et faire des grandes surprises derrière un angle à certaines personnes. Puis surtout, c'est vrai qu'après, il faut 2 activations. Une activation pour sortir le serpent, une activation pour sortir les mecs qui sont dedans. Le serpent, on peut parfois le louper si on met pas un truc assez violent. Et les petits gars qui sont dedans, des fois, ils arrivent même à se cacher en débarquant du véhicule. Ouais, c'est... Et ça. Et si on tue tout, derrière, Fouegan revient à la vie potentiellement sur un 2+. Donc on a toujours quand même un joli héros qui reste en plein milieu. Le meilleur flingue. Parce qu'au corps à corps, il est... C'est ça, et au corps à corps, il est quand même pas... C'est pas une quiche au corps à corps, il va quand même avoir... c'est facile à retenir, c'est 6, 5, 4, 3. 6 attaques, force 5, PA-4, flat 3. Ouais, c'est pas dégueu, la PA-4 au corps à corps, il n'y a pas ça partout, hein. En plus, en flat 3. Très peu de personnes qui ont ça. Oui. Alors, on va passer maintenant sur un autre petit groupe Aspect Host plus... genre Aspect Warrior plus Patron. C'est Warp Spider et Likis. Alors ouais, ça c'est... On va dire... Enfin, c'est une nouvelle datasheet, mais c'est la révélation. Hein. Enfin, je vois pas une liste sans ça. En tout cas, en Warhost et Aspect Host, c'est beaucoup trop fort. Donc, on va avoir... Comme tous les Seigneurs Phoenix, ils ont une règle pour leur unité, une règle pour eux-mêmes. Sauf que Likis, elle a décidé d'être un peu plus altruiste que les autres Seigneurs Phoenix. Et elle, ce qu'elle va faire, sa règle pour elle, c'est tirer sur quelque chose et toute l'armée a crit à 5 sur la cible qu'elle a touchée avec son flameur. Enfin, sur la cible qu'elle a touchée, c'est un flameur, tant mieux. Oui. Donc voilà. Et après, la règle pour son unité, c'est de pouvoir flicker jump et derrière charger. Et c'est pas une peintre. Hein. Au corps à corps, ça va quand même être 5 attaques, force 6, PA-2, flat 2, qui est létalite, plus les autres qui sont force 4, -2, 1, aussi en létalite. Ouais. Et en plus de ça, on va le coupler le plus souvent, enfin moi c'est ce que je préfère, parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de punch au pack, c'est de mettre le Power Blade arrêt sur la chef, ce qui va nous rajouter aussi 10 attaques en 3+, force 4, -2, 1, qui sont aussi en létalite, donc qui profitent toujours du crit à 5. Yes, alors effectivement. Mais du coup, ça veut dire que tu peux faire les 24, voire 26 de mouvement et une charge derrière. Et tirer et charger. Ouais, donc ça fait qu'en gros, si tu prends une charge moyenne à 7,5, allez, on va dire, ça te fait, si tu prends sur 26, on va dire, ça te fait 31,5, ouais, ou bien. Oui, c'est juste. 26 plus 7, 33. Ouais. 33,5. C'est dur de se screener de ça. Heureusement que c'est pas plus létal que ça, j'ai envie de dire, mais effectivement, rien que pour ça, ça semble. Non, elle tartine quand même. Hein, elle tartine quand même. Ouais. Mais rien que pour tout ce qu'elle offre niveau contrôle, son flameur est quand même, reste bien aussi. C'est D6 plus 3 tirs, force 6, -2, 1 en Twin Link. Donc. Ouais, non, alors effectivement, c'est bien correct. Donc c'est une très très bonne datasheet. Du coup, ensuite, il y a le pack Jainzar plus les Banshee, donc toujours un peu dans le même thème. Qu'est-ce qui fait le sel de cette petite combo? Voilà, on continue. Hein, si on pouvait jouer tous les Seigneurs Phoenix, on le ferait. Hein. Mais là, Jainzar, donc on va voir la même chose. Donc, ce qu'elle donne à son équipe, ça va être l'Advance Auto Assist en ignorant tous les mouvements verticaux. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de jeter de dés quand on advance avec elle. On va direct bouger de 14 ou de 16. Ce qu'elle a pour elle-même, c'est lorsqu'elle va frapper ou tirer. Ça, il y a beaucoup de gens qui oublient, dont moi. Ou tirer sur une unité personnage, elle va avoir la full reroll des blesses. Ok. Et en plus de ça, donc on a un pack Fight First, Advance Charge qui bouge de 14 et qui tue très facilement du Space Marine ou d'autres choses. Par contre, c'est du one-time use, hein, c'est un missile. Oui. C'est un missile, il faut pas se dire elle va survivre après que je l'ai balancé. Non, elle est morte. Donc si elle a sorti un gros truc, c'est bon. C'est ça. Mais ça va être donc 8 attaques en 6 -3 2 pour elle-même, qui est anti-caractère 3+,
toujours. Les petites Banshee avec elles vont avoir chacune 2 attaques en 4, -2, anti-infanterie 3+, aussi. Bien sûr, tout touche à 2, hein, bien sûr, c'est des Banshee. Et finalement, la chef, le plus souvent, on va la passer en exécutionneur pour avoir 3 attaques de force 6, toujours anti-infanterie 3+, en -3/3. Ce qui fait que, pour la chef, comme elle a le mot-clé anti-personnage, ça fait que contre tout ce qui est très joué en ce moment, donc les combos un perso plus, un perso leader plus une unité, et ben t'es en anti sur tout, quoi, en gros. Ouais, c'est anti-infanterie, donc après, même s'il y a des partages de mots-clés infanterie. Ah! Donc on va pas pouvoir le faire. Non, il n'y a pas d'anti-caractère. Il y a très peu de. Ah, c'est anti-infanterie, j'ai compris. Très peu de choses qui ont. Non, c'est anti-infanterie. Ah oui, d'accord. C'est peut-être moi qui ai mal dit, je sais pas. Je sais pas. Ok, ouais, donc un gros missile anti-infanterie avec pas mal de PA et de volume d'attaque, ça joue. Et... Voilà, donc on va avoir en plus de ça pour elle-même, ça va lui donner 8 attaques à 2+, reroll As. Et derrière, si on frappe bien sûr une unité caractère, on va le plus souvent blesser à 3, full reroll. Ok, ça marche. Et puis même dans les Knights, on blesse à 5 et full reroll. Donc... Tu les joues par combien? C'est bien aussi. Par 5. Par 5. Pas d'intérêt de jouer par 10? Ça vaut un peu cher après de les jouer par 10, je pense. Je pense qu'on a mieux à faire dans nos points que en les prenant par 5. C'est plus facile à cacher, plus facile à stage. Ok, nickel. Alors, ensuite, donc on retrouve encore les Warp Spiders. Alors, elles étaient déjà avant, avec les Kiss, mais là, donc, on parle de mettre des Warp Spiders solo. Ah oui. Donc, c'est minimum une de plus, hein, en plus du pack de Likis, mais le plus souvent, on va en jouer le maximum, donc 3. Pour vraiment... c'est une pression énorme pour l'adversaire. Le fait de pouvoir bouger de 24 ou 26, et le fait de dire, tu peux pas mettre de la chaff sur ce point, parce que sinon je ratiboise tout avec mes flameurs, et maintenant ce point il est à moi. Et maintenant t'as perdu une ressource, tu dois venir avec une vraie ressource pour me la trade dessus. Mmh. Ouais. Et vu le rayon d'action de cette unité, ça le fait sur tous ses points, même sur son home objectif. Ouais, ok, ça joue. Sauf erreur, on est au bout juste... Ah oui, il y a encore Eldrad. Donc Eldrad en Warhost. Alors Eldrad, il est là pour nous donner le CP supplémentaire pour notre économie, parce que le plus souvent on va jouer pour avoir tout le temps la possibilité de faire un Fire and Fade et un Skyborn Sanctuary, donc le fait de tirer et bouger après avoir tiré, et le fait de remonter dans un véhicule, et on veut la possibilité de l'avoir à chaque tour. Et que notre CP, si on est à 3, le dernier CP, il nous serve à soit reroll un objectif secondaire si on en a besoin, soit derrière faire des grenades, parce que c'est toujours bien, faire une reroll de charge, parce que c'est toujours bien. Avoir en fait un peu plus de choix, et améliorer en fait notre économie de CP, qui est le plus souvent horrible en Warhost. Oui. Ok, alors effectivement, je vois bien l'intérêt. Du coup, on va passer sur le Aspect Host. Et là, je veux bien, par contre, que tu me dises une mention honorable pour celui-là, parce que d'accord, il y en a mention honorable. On le verra dans la liste qui est feature après, mais Moganra. Oui. Qui nous amène, premièrement, du tir de loin. Donc le package vraiment Moganra, 5 Dark Reaper, un Falcon. Ça nous importe un package tir de loin. Oui. Qui nous permet d'être fiable, qui nous permet de tuer des jolis cibles de très loin. Donc c'est des 48 ou 36. Et il me semble que Moganra est à 24. Mais ça nous permet d'avoir vraiment une source de dégâts plus loin. Et bien sûr, avec un autre Falcon, de tenir, d'avoir ce double combo de deux packs qui rentrent dans les véhicules, donc celui de Fuegan et celui de Moganra. Ouais. Ok. Alors ça marche, très bien. Du coup, on va passer sur le Aspect Host. Alors Aspect Host, j'ai fait
direct un résumé, parce qu'en somme, on va retrouver les mêmes datasheets qu'en Warhost, à l'exception de Eldrad qui sera moins nécessaire, et du coup, on va bien aimer mettre des Swooping Hawks. Est-ce que du coup, tu arrives à expliquer comment est-ce que, malgré le fait que ce soit les mêmes datasheets, elles vont se jouer en Aspect Host? En fait, elles se jouent les deux dans les deux détachements. Le seul truc, c'est qu'on va pas jouer Warhost de la même manière qu'on joue Aspectos. Aspectos, on va plus jouer sur du trading, comme j'ai dit, et vraiment un tour, un go turn où on va presque all-in toute notre armée pour aller tout tuer grâce à notre fiabilité. Tandis que Warhost, on va vraiment jouer au harcèlement, au guérilla warfare à travers la map, en jouant en tuant un petit feu l'ennemi, vu qu'on n'a pas cette fiabilité dans les dégâts qu'on a sur Aspectos, pour en fait après, une fois qu'on a assez joué l'attrition, sortir. Tandis que Aspectos a le firepower nécessaire pour juste sortir, essayer d'éliminer le plus possible, et derrière, il y a trop et on a trop tué en face. Ok. Et du coup, sinon, est-ce que tu peux nous parler des Swooping Hawks qu'on n'a pas encore vus? Alors les swoopings, ils ont été très 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 présents dans la méta. Maintenant, ils ont été nerfés sur les packs de 10, parce qu'il faut rappeler que leur règle, en fait, c'est de faire des grenades juste à la fin de leur mouvement. Donc après avoir bougé, si une des figurines du pack termine à 8 pouces d'une unité, on peut lancer un dé par modèle dans notre unité. Et sur chaque 4+, ça sera une mortelle. Jusqu'à un maximum de 6. Donc avec les packs de 10, ça permet de faire 5 mortels en moyenne sur à peu près n'importe quoi, du véhicule ou autre, et ça nous permet en fait de grappiller ces dégâts qu'on a besoin pour ensuite tuer absolument la chose, parce que ce qu'on veut en aspect, c'est lorsqu'on commit sur une cible, c'est absolument la tuer. Enfin, absolument. Peut-être s'il reste une ou deux personnes, ça va, mais qu'on l'oblitère presque à fond, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette sélection Aspect Host? Oui, il y a une autre chose que sur les swoopings aussi qui reste très bien et qui est bien par rapport. Donc sur Warhost, on a le fait qu'on puisse désengager, tirer et charger pour un CP, ce qui est très très bien. Ce qu'on n'a pas avec en Aspect Host, et qui derrière, si on se fait taguer par trop de choses, des fois c'est l'enfer pour se dépatouiller d'un corps à corps. Et les Swooping Hawks vont pouvoir nous libérer du corps à corps, car leurs grenades à eux peuvent être lancées quand les cibles sont engagées. Ah d'accord, ok, ouais. Ah ouais, ça donc ça fait que derrière, on peut libérer nos unités clés pour qu'ensuite elles puissent bouger et avoir leur rôle premier, quoi. Donc parce que les grenades, elles les mettent en phase de mouvement, donc du coup tu libères le mouvement. Exactement. À la suite, vu que tu es toujours dans la même phase. Ok. Ah ouais. Exactement. Ah ouais, on aime bien ça. Ouais, c'est pas mal. Oui. Ok. Donc ça fait que des fois, sur des listes où des personnes viennent taguer même avec de la petite grouille, derrière, si t'as tes Swooping Hawks, tu peux venir libérer et derrière continuer à jouer. Est-ce que tu Plutôt que voir encore tes Fire Dragons faire 2 tours au corps à corps contre la merde. Y a rien qui t'interdit de lancer les grenades avec plusieurs packs sur la même cible, ou bien? Non, rien qui t'interdit ça. Ouais, donc tu peux c'est vraiment c'est très permissif, vu que c'est n'importe quel type de mouvement. Même un setup, mais bon, faut être à moins de 8, donc il n'y a qu'une seule personne qui nous permet de faire ça, c'est Baharroth. Mais Baharroth est vraiment très bof. Ouais. Même s'il est très joli, il est très bof. Ok. Mais en gros, qu'importe le mouvement, donc normal move, advance, fallback move, on pourra mettre nos mortels de toute façon. Ok. Par contre, ça bouge toujours de 14, ça va sur les objectifs, ça fait les actions comme personne. Puis on a quand même des tirs qui sont létalites, donc qui vont beaucoup nous aider sur la majorité des cibles. Ouais. Okay. Sur la 2+. Ok. C'est quoi sur les figurines là, l'espèce de petit token qu'il y a dans tous les packs d'Aspect là? Alors ça, ce sont les Shrine Tokens, donc pour tous les packs Aspect,
On va avoir un Shrine Token par tranche de 5 guerriers aspect. Ouais. Et ça va nous permettre de transformer un jet de dés en 6, donc sur une touche ou une blesse. Ah, c'est ça, il est représenté par ce token. Ok, ouais. Ouais, mais ça, Exactement. c'est pas mal aussi, ça. Ça, c'est pas Oui. mal. Ok, tip top. Alors, C'est surtout pas mal parce qu'on peut le changer une fois qu'on a vu les résultats. Oui. Donc ça veut dire une fois qu'on a effectué un reroll. Ok, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les datasheets ou on passe aux listes? Non, on peut passer aux listes. Moi. Ok. Alors, du coup, première liste, on revient à la 3e place, entre guillemets. On va parler du Seer Council. Donc, très MSU, hein, on voit, à l'exception d'un tab que j'ai mal mis. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah, hop, voilà, là c'est joli. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, là-dessus? c'est vraiment jouer sur notre mobilité et le fait de partir dans tous les sens, de noyer la map et de pouvoir répondre partout sur la map. Donc on va avoir 3 héros qui sont Psykers. Donc on aura Eldrad en héros nommé, un Farseer, un Warlock. Et derrière, on va avoir les Warlock Conclave, les 2 packs qui pourront aller avec les différents héros qu'on a. Et les packs de Guardian Defender ou Storm Guardian. Et derrière, on va pouvoir TP ces packs. On va pouvoir avoir de l'early trade avec les corsaires. En gros, c'est vraiment être une épine dans le pied du joueur adverse toute la partie, en ayant des montagnes et des montagnes de petites unités qui vont noyer au fur et à mesure et qui peuvent se TP partout et qui peuvent prendre de court certaines armées beaucoup plus lentes. Je pense typiquement du Votann ou du DG. Une fois qu'il a TP, on peut se TP de l'autre côté de la map et complètement jouer sur ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette liste? Grand-chose. Pas grand-chose. Du MSU. Ouais, c'est foulé, messieurs, vraiment. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'entrées, là, hein, si tu veux. Comparé à d'autres listes. C'est vraiment pour avoir du monde, quoi. En tout cas, t'es sûr que tu finis tout le temps le déploiement, quoi. C'est ça. Ok, bah du coup, je pense qu'on peut passer sur la liste suivante. Donc, en Warhost, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette liste en Warhost? Donc là, c'est la liste de Folger Piles. D'accord. Et avec The Worlds. C'est une liste qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien jouer aussi, mais j'ai pas Moganra encore. Oh, si c'est que ça le problème. C'est une liste qui est vraiment là pour, comme j'ai dit, tuer à petit feu l'ennemi sans qu'il nous voie. Donc on va avoir le pack que j'ai dit avant dans les mentions honorables, donc Moganra, 5 Dark Reaper et un Falcon. Toujours Fuegan 10 et un Wave Serpent. Janezar qui reste bon partout, hein. Ça reste fiable. Hein. Quand on fait pas 8 As sur sa touche, c'est très fiable. Likis qui est auto-include aussi toujours. On va avoir l'early trade, l'early contest d'objectifs avec les corsaires, qui sont une très bonne datasheet aussi. Ça reste l'OC2. Ils ont pris 10 points malheureusement. Avant c'était vraiment donné de chez donné. Ah oui. Mais c'était... on a quand même une arme spéciale, le chef en a vu à 4 avec un neurodisrupteur. Bon, c'est un peu gadget, mais on a quand même un blaster qui peut faire des petites surprises. Et puis, c'est Scout 7, 2-2C, c'est très très bien. Oui. Derrière, on va avoir 2x5 Rangers pour nous aider à l'early mob control, à bloquer des scouts ou à venir... globalement être chiant, hein. C'est leur rôle des rangers, Oui. On s'en fout qui tire. Si on veut soit move block, soit venir contester des objectifs ou faire des obligés à se commit pour tuer du 55 points. Et des fois, bizarrement, ça peut survivre grâce au stealth et à l'invue à 5 au tir, donc on est quand même obligé de mettre un petit volume dessus. Oui. Et puis derrière, le classique 3x5 souping, 3x5 spider, c'est pour bouger vite, aller très vite à l'endroit où on veut et outmaneuver notre adversaire. Comme on a dit, Warhost, c'est vraiment un détachement de mobilité, et donc là, on est vraiment à fond dans la mobilité. Ok.
Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur cette liste ou Non, pas vraiment. pas vraiment? Ouais, c'est bon ça, mais ça aussi, ça reste aussi assez MSU. Hein. Clairement, j'ai l'impression qu'un peu tous les gameplays Eldar sont MSU ces temps. C'est ça. À part la brique de 10 de Fire Dragon, le plus souvent on verra du MSU. Ouais. Ok. Alors, on va passer sur l'aspect Toast. Donc, des noms d'unités qui ressemblent beaucoup, mais dans une configuration un peu différente. Donc là, ouais, on est sur la liste de Liam. Oui. Moi, je joue à peu près ça. Il a joué ça dans un tournoi? Il a joué ça au Worlds. Il a joué ça au Worlds, ouais. C'est sa liste des Worlds. Et puis, il avait fini deuxième, c'est juste? Deuxième, c'est ça, avec cette liste. Donc, on a Fregan avec toujours les différents dragons, le Wave Serpent, Jenzar 5, Likis 5, donc c'est exactement ce qu'on avait dit avant. Léon Storm Gardien qui sont là pour une source de sticky et contre certaines autres armées qui ont très peu qui ont très peu de deep strike ou autre, après ils peuvent avancer une fois que ça a sticky. Oui. Et c'est quand même une ressource qui va être dure à sortir parce qu'on a quand même 11 body, dont 1 à 2 PV, donc la plateforme. Oui. Avec une invue à 5. Et le plus souvent, les gens sous-estiment beaucoup la ressource qu'il faut mettre pour les Storm Gardiens. Donc ça peut faire des jolies surprises, surtout qu'elles sont au C2. Oui. Derrière, on a 3x5 Dark Reaper avec le chef en Horlos. Avec le chef en Horlos. Okay. Ils sont là ils ont plusieurs rôles. Ils vont être là pour nous aider à cover notre backline. Oui. Pour nous donner du tir à longue portée, ce que la plupart des autres listes Eldar qu'on a vues, donc où il n'y avait pas de Dark Reaper, non pas. Donc c'est vraiment, on va avoir du tir à 48 et du tir en Horlos à 36, qui potentiellement peut être à P2 si on est en haut d'une grande ruine. Oui. Donc ça va nous aider à tuer de la chaff, des grottes ou des petites choses par-ci par-là, des petites merdes qu'on a dans le coin, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie que ça reste. C'est 2d6 blast par chef, donc ça peut être pas mal. Moi, je suis pas fan de cette datasheet, mais je vois l'utilité qu'il y a ça. Et puis, comme j'ai dit, cover la backline, donc pour les screens, amener du tir à longue portée, parce qu'on a quand même du tir force 10. Et puis finalement, ça va être le dernier type de tir, ça va être le tir Horlos pour aller achever des choses ou pour entamer la chaff. C'est les 3 rôles que vont avoir les Dark Reapers. Ok, en plus ils valent même pas si cher que ça. Non, ils sont pas tant chers. Ouais. Pas tant chers. Mais comme j'ai dit, moi je suis pas très fan. Je préfère mettre autre chose, mais je vois bien à quoi ils peuvent servir. Joue aussi des Striking Scorpion qu'on a vu nulle part ailleurs. C'est ça. Alors les Striking Scorpion, ils sont très très bons pour une chose. Pas que pour ça, mais ils vont très très bien dans le match miroir. Ok. En fait, les Striking Scorpions, ça tue très bien de l'Eldar. Ça va vite, c'est stealth, scout, infiltration. Donc on peut très vite être chez notre adversaire et derrière pouvoir tuer 1 ou 2 packs grâce au crit à 5 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un très bon truc dans le match miroir et ça permet de faire sur les autres match-up d'aller tuer soit de la chaff, soit un pack de scout ou même de venir move block complètement notre adversaire grâce au scout 7, puis après ça bouge de 7 voire de 9. Donc on peut très vite être devant les lignes adverses et lui dire tour 1, tu bouges pas, tu dois tuer 5 scorpions. Yes. Après on a 10 whoopings et 2x5. C'est la configuration que je préfère moi aussi. C'est vraiment avoir une source de mortel stable grâce au pack de 10 et après les 2 autres 2x5 qui sont là pour aller faire de l'early contest d'objectifs, des actions très loin ou venir bien sûr move block, ça peut toujours servir, mais le plus souvent c'est les 2 autres missions qu'on va leur donner. Et puis finalement les 3x5 Spider qui sont là pour la pression immense qu'elles apportent sur toute la map. De par leur mouvement absolument incroyable. C'est ça.
Ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour de cette liste. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire sur cette liste en particulier? Oui, on a oublié 2x5 Rangers qui sont toujours là pour Bien sûr, pour être le caillou dans la chaussure. pour se placer Le reactive move, bien sûr, la petite technique, c'est de mettre les striking scorpions devant. Et derrière, on a juste les 5 rangers juste derrière, qui sont bien sûr à 6 pouces du centre pour empêcher le Rea Denial Full. Oui. Et puis, on a le T1, les striking scorpions, on push vers l'avant. On n'a pas le T1, les striking scorpions passent derrière les rangers. Ok. Et comme ça, tu les écrantes. C'est ça. Ok. Plus souvent, c'est ça qui va être fait. Nickel. Du coup, maintenant qu'on a un petit peu abordé toutes ces différentes sous-factions Eldar, qu'est-ce qu'on peut dire au global de l'Eldar dans la place, sa place donc déjà, dans un premier temps, point de vue solo, par rapport aux autres armées dans la méta actuelle? C'est une très bonne armée qui peut bien s'adapter. Bon, elle a quand même des prédateurs, mais je pense que, on l'avait dit, c'est une armée estière qui va pouvoir rentrer dans tout, tirer dans tout et tout tuer globalement. C'est globalement leur force, quoi. Ils vont pas rester bloqués devant une datasheet adverse et se dire, ça, je le tue pas, comment je fais? Non, on va pouvoir le tuer, on va pouvoir enfoncer. Après, bien sûr, c'est une armée qui est pas facile à jouer, où on est très vite puni. Ça reste du collant, ça reste du T3, donc ça meurt très facilement et les erreurs se payent vite. On va être aussi très sensible à la pression, quoi, à la pression constante. Et il y a certaines maps qui peuvent un peu nous mettre, mais le plus souvent, on va réussir à sortir notre épingle du jeu et à outmaneuver notre adversaire pour derrière avoir la gagne. Et puis, donc quand tu disais que malgré le fait que ce soit une tier S, elle a quand même ses prédateurs, ce serait quoi? Ça va être des armées qui peuvent être vraiment agressives et venir très vite enfoncer et gagner et avoir une pression constante. Là, on va parler l'orgue globalement, le World Eater, mais le World Eater plutôt Berkos. Donc, là, je dis deux fois, le World Eater 50 Berkos. Le C potentiellement, même si on a vu Liam gagner contre le C, mais c'est parce qu'il joue aussi IOC, donc il connaît très très bien l'armée. Je pense que c'est un match-up difficile. Puis là, moi je pense que c'est les trois majeurs. Des grosses portées de charge avec du gros volume d'attaque, en gros, pour les deux. Et bien sûr l'Admec aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais là, c'est pas... c'est pas forcément le volume d'attaque, c'est plus des fois de la pression, beaucoup de body, beaucoup de PV à passer. Quand il y a trop de personnes avec trop de tankiness, on va devoir choisir bien nos cibles et potentiellement abandonner un côté de la map. Et des fois, on va se rater dans tout ça et on va se faire enfoncer. Ok. Et du coup, si on regarde plutôt côté team, qu'est-ce que ce serait le rôle de l'Eldar dans une composition de team? Alors, le rôle de l'Eldar dans une composition de team, le plus souvent, ça va être de ramener beaucoup de points. C'est de manger certains match-ups. Je pense globalement à Lika et au RK qui a absolument aucune chance contre l'Eldar. Vraiment, je pense pas que... Je pense que si on arrive à donner une map potable à l'Eldar contre un Nika et un RK, il y a très peu de chances de perdre. Soit il y a un refus de game en face et ça va être un 10-12, soit le mec en face va essayer de jouer quand même et ça marchera jamais. Ou alors très peu de fois. Je vais pas dire jamais, mais en tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Ok. Et puis c'est aussi bien sûr ramener des points, profiter de ça. Ouais. Le plus souvent on va partir sur du aspect host. Oui. En team parce qu'on veut que ça tue, on veut que
On veut que ça fasse du gros différentiel et que ça rapporte du point à l'équipe. Là où un Warhost, on est plus sur quelque chose qui va faire du 10, 12, 14 chaque tour. Là, on veut vraiment qu'il y ait du entre 13 et 20 pour l'Eldar, quoi. Ouais, ok, donc c'est vraiment sur un codex que tu vas essayer de placer pendant le pairing, quoi. Ça sera pas une première défense. C'est ça. On Ouais. veut le mettre sur un verre, ouais. Ok, très bien. On va pouvoir passer par une petite étape question, maintenant qu'on a parlé de tout ça. J'avais vu un petit commentaire qui n'est pas vraiment une question, juste Finger qui notifiait que sur le shrine des incubes Eldar Noir, c'est clairement un scorpion. Toi qui les joues aussi, je pense que tu as déjà remarqué. Oui. Sinon, en dehors de ça, s'il vous passe un petit truc par la tête, n'hésitez pas à demander. Moi, je me demandais justement... qu'est-ce que je pensais? Ouais, est-ce que il y a un monde... Parce qu'on a vu beaucoup de race construct au début de la V10. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont totalement disparu de la méta et que maintenant on est full aspect? Globalement, c'est pas ce qu'on demande dans les dans les top détachements. On demande pas, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui bouge de 5 ou de 6, quoi. On veut quelque chose qui est explosif, qui bouge très vite, qui prend la map très vite, plutôt quelque chose qui bouge de 6 et autres, où on est un peu plus dans la retenue, tout ça. On n'a vraiment pas envie d'avoir ça, on a envie de quelque chose qui envoie très vite, très fort, à un endroit en particulier, plutôt que se dire, je vais passer 3 tours à monter sur cet objectif-là, de 6 pouces en 6 pouces. Et puis c'est pas tellement tentant que ça. Il y a des gens qui ont essayé de le faire marcher, on pense à Nick Nanavati qui a essayé en début de sortie de codex de faire marcher ces unités-là, mais en fait, ça reste beaucoup trop fort le fait d'avoir autant de mouvements et de bouger autant sur la carte. Et du coup, Finger qui demandait, peut-être juste avant ma question, il est étonné de voir aucune unité fantôme ou prisme et harlequin. Alors, harlequin, le problème, c'est vu qu'on est Disparate Ways, on va pas profiter de aucun stratagème. Après, il y a une datasheet qu'on peut réfléchir. Enfin, moi, je pense qu'on peut réfléchir à introduire dans ces listes-là. C'est le solitaire, qui reste quand même un très bon loan-up, qui va bien marcher. Mais encore une fois, ça reste cher et je pense pas que... t'as tellement un pool de stratagèmes qui est fort pour les aspects warrior que tu préfères avoir des aspects warrior qu'autre chose. Et pareil, les prismes, on en a vu quelques-uns. Il me semble qu'il y avait un joueur espagnol qui avait 2 ou 3 fire prismes. Et je pense pas que... Bon, ça peut marcher, mais c'est gadget. Comparé à Fire Dragon, et puis les Fire Dragon en soi, tout seul, ils marchent très bien. Et ils vont nous permettre d'avoir... cette source d'anti-char, et puis après avec les Swooping Hawks et tout le reste, on va quand même avoir une source qui va pouvoir quand même rentrer dans du... C'est vrai que j'ai l'impression que, tu vois, si tu prends un codex qui est pas forcément très bon comme celui des taux, à l'intérieur, t'as vraiment un éventail de choix dans ce que tu peux aller chercher, tandis que là, j'ai l'impression que t'es un petit peu poussé vers des solutions qui sont trop efficaces par rapport au reste. On a, les aspects warriors en fait sont au-dessus de tout. On va juste avoir un peu sur les listes Guardian Host où on va partir un peu plus sur des Guardian Defender, mais bien sûr le cœur du dégât et des listes restera les aspects warriors. Je prends une question Ah oui, pardon, je m'excuse. On peut avoir un peu d'anti-char ou autre, mais rien ne sera aussi fiable que 5 Fire Dragon. Ouais. Potentiellement avec Foegan et tout ça, quoi. Oui. Ouais. Je prends du coup à la suite une question de Iwen qui dit à propos du détachement Harlequin, qu'est-ce que tu prendrais si tu faisais une liste dans le détachement Harlequin?
Harlequin, on va avoir bien. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile à jouer. J'adore absolument, mais j'arrive pas à le faire marcher. On a Liam qui arrive très bien. Et, bon, après c'est Liam, hein, ça reste un ovni de notre jeu, hein, on va dire. Mais globalement, ce qu'on va avoir, c'est des packs ultra mobiles avec des troupes, un troupe master et des transports pour aller très vite sur les points. Profiter du piling conso à 6 pour bien se placer sur les points et être globalement extrêmement mobile et avoir en fait des petits missiles qui vont partir à droite, à gauche. Et en fait, le but c'est de faire que les gens ne savent pas où vous donner de la tête. Et globalement, on va garder derrière d'autres datasheets plus classiques à l'intérieur, mais globalement, le cœur de la liste va être ces petits packs d'Harlequins qui vont partir. Après, on peut envisager d'en avoir un. C'était quoi déjà? C'était Shadowseer avec un gros pack Shadowseer, 10 troupes et la relique. Je sais plus ce qu'il y avait comme. En tout cas, qui était chouette. En tout cas, pour le moment, ça a le mérite d'être assez fluff comme type de façon de jouer des Harlequins. C'est ça. C'est globalement partir dans tous les sens et profiter en fait de la létalité des Harlequins pour les faire très mal à un endroit, potentiellement mourir après ou repartir dans un transport. Et globalement, c'est ça ce qu'on va vouloir. Mais ça reste très difficile parce que ça va jouer énormément sur ton placement durant la partie. Et c'est ça qui est très dur à faire marcher et qui va nous pousser des fois à prendre des plus petites unités que ce qu'on voudrait. Et donc on doit savoir absolument la létalité qu'on a parce qu'on veut absolument que ça tue ce qui est en face. Et puis derrière, on veut un petit pack pour pouvoir le planquer. Et des fois, on va devoir avoir quand même des pièces sacrificielles. Et puis effectivement, ça veut dire que tu vas devoir connaître ta létalité sur chacune des armées qu'on va te mettre en face, mais également connaître la projection de chacune des armées qu'on va te mettre en face. Et là, du coup, ça demande un peu de connaissance de la méta. Ouais, c'est extrêmement dur. Mais c'est extrêmement fun à jouer, mais c'est extrêmement dur. Je pense. C'est celui avec le plus haut skill ceiling qu'on a en Eldar en tout. On avait Finger qui dit je vais aller acheter Fuegan, Likis et quelques araignées. J'ai envie de dire fonce avant la prochaine slate. Tu penses qu'elle sera quand la prochaine slate? On pense tous qu'elle sera vers janvier-février. Ok, ouais. 3 mois avant la sortie de l'avion. On verra bien. Une dernière petite slate pour finir la V10 quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs, ils font s'acheter Fuegan et Likis, ils sont magnifiques et ils sont ultra cool à prendre. Alors ça, ils vont le rester. Même si la métal change, magnifique, ils vont le rester. Tu sais, on discutait quand j'étais à la War Tavern et puis à Mighty Games cet après-midi, on se demandait, toi, tu penses que la prochaine slate, est-ce que les mecs, ils vont envoyer un monstre coup de pied dans la fourmilière pour créer une nouvelle méta pour la fin de V10, ou est-ce qu'ils vont plutôt essayer de rien toucher parce qu'ils sont concentrés sur la V11? Je pense qu'ils ils vont toucher juste pour que Ultramarine soit tout en haut. Il faut vendre tous les Ultramarines qu'on a sortis. C'est dit, clippé. Ça marche. Alors écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On a respecté le timing de l'épisode que je veux plus autour de l'heure que des 2 heures. Et du coup, moi, il me reste à vous annoncer la prochaine édition. Ce sera le mardi 8, mardi prochain, toujours à 20h. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais on va regarder ça ensemble et je vous donnerai des news sur l'Instagram dès que j'ai des conseils. Donc c'est pour ça qu'il est ici, Tarkus_RPG. Vous êtes ici sur Twitch, c'est le même sur Instagram. Pour ceux comme Aquatic Lizard qui sont arrivés un peu tard, pas de souci, je mettrai la rediff sur YouTube, @Tarkus_RPG. Et oui, il y a déjà 2 personnes qui me harcèlent, dont Finger, pour qu'on fasse un épisode Garde Impériale. Donc je pense qu'il va falloir qu'on le fasse quand même, cet épisode Garde Impériale. Je sais pas s'il y a un spécialiste dans la team VTC qui pourrait s'envoyer ça. C'est à trouver. C'est à trouver. C'est à trouver.
Ça pourrait être un prochain épisode s'il n'y a pas de meilleure idée là, effectivement. En tout cas, merci à toi, Adrien, d'être venu faire cet épisode malgré ton état un peu grippal. Et puis, Désolé de m'être mouché tout le temps. faudra trouver un joueur. Et du coup, moi je remercie aussi toutes les personnes qui sont passées dans le chat. C'est vous qui rendez ces épisodes interactifs et vivants. Alors je vous remercie à chaque fois de passer, faire le coucou et participer. Et puis je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Sauf si vous avez envie de regarder du Arc Raider, ça je vais sûrement en faire avant en stream. Alors ciao ciao tout le monde, ciao ciao Adrien et à la prochaine.